Ce podcast vous est présenté par Monsieur Alex. Bienvenue dans Emporté par la foule. Emporté par la foule. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Emporté par la foule, le podcast où c'est vous qui posez les questions. Alors vous le savez, chaque mois nous recevons un ou une invitée qui nous parle de son métier, d'un domaine dans lequel il excelle ou de son parcours. Et ce mois-ci, nous recevons Mathieu Mocor, délégué interministériel à la jeunesse, dont nous allons découvrir le parcours. Bonjour Mathieu. Bonjour, ça va ? Ça va, je suis vraiment ravi d'être là. Alors j'ai prévu un petit disclaimer avant, parce que aujourd'hui, alors on va pas parler de politique, parce que c'est pas l'objet de ce podcast et qu'il existe déjà assez d'émissions qui traitent de ce sujet, mais nous allons parler des hommes et des femmes qui exercent cette fonction, ces personnes qu'on appelle communément politiciens, politiciennes. Et aujourd'hui, la politique, on le sait, c'est un sujet qui est très clivant dans la société. Et c'est pour ça aussi que ça me tenait particulièrement à cœur comprendre pourquoi ces personnes décident de se lancer dans cette fonction. Alors Mathieu, est-ce que tu es prêt à découvrir les questions que les passants ont pour toi ? Je suis prêt, Alex. Ah oui, d'ailleurs, j'explique un peu avant, pour les personnes qui nous écoutent, on se tutoie. On va pas faire semblant de se vouvoyer. Non. C'est tutoyer juste avant d'appuyer sur REC. Exactement. Mais on se connaît pas plus que ça. Nous, pour vous expliquer, j'ai rencontré Mathieu lors d'un concours de jeunes talents qui s'appelle Apprenti Scène. On était tous les deux membres du jury. J'ai donc repris contact avec toi il y a quelques semaines et tu as tout de suite accepté l'invitation et tu n'as pas demandé à avoir les questions à l'avance. C'est important de le souligner. Évidemment. De toute façon, j'aurais refusé. Donc, j'ai pas demandé. Non, c'est vrai pas dans les habitudes de la maison. Effectivement. Donc on va commencer. Alors j'allais dire on va commencer en douceur, mais pas vraiment, puisque on a commencé par une question toute simple qu'on a posée à la foule. Qu'est-ce que vous pensez des politiciens ? Et on écoute tout de suite leur réponse. Ce que je pense des politiciens... Ça part dans tous les sens, mais en général, ça dit un truc et ça fait l'inverse, donc pas vraiment convaincu de ce qu'ils disent. Je trouve que les politiciens s'engagent beaucoup, font beaucoup de promesses, mais en fin de compte, ils ne les tiennent pas. Je trouve que c'est un milieu assez compliqué, assez fermé et c'est pas assez transparent. On fait oui, on vous voit, mais on ne nous écoute pas. J'apprécie pas notamment la langue de bois, les arnaques, la corruption cachée. Et donc forcément, c'est un monde assez sombre et très faux en apparence. Je ne suis pas du tout dans l'opinion tous pourris, tous profiteurs, tous ceci, tous cela. Je pense il reste des politiciens qui ont des convictions, qui ont le sens aussi de l'État. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui a quand même tendance à disparaître. Je trouve qu'ils nous méprisent un peu. Il y a un manque de sincérité évident. Je me moque plus souvent d'eux que je les prends au sérieux, franchement. Alors moi, je pense que c'est un peu un Hunger Games en mode chacun pour sa gueule. Tout le monde défend ses propres idéaux. C'est des menteurs. Vraiment, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Je pense qu'il y en a qui ont lâché un peu l'affaire. Je pense qu'ils essaient de faire de leur mieux. Que du mal globalement. Je déteste tous les politiciens parce qu'ils sont tous incompétents. Je t'avais dit. Ouais, mais c'est bien. C'est une bonne entrée en matière. Mais tu vois, c'est très représentatif de ce que pensent réellement les gens. Il y a un rapport aux hommes politiques qui est super distant. Maintenant, on voit que le lien de confiance, il est quasiment cassé. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que, non pas que je ne suis pas du tout là pour défendre les hommes politiques, parce qu'il y en a plein qui méritent des jugements difficiles, durs que les gens leur portent. Mais je pense qu'on a besoin de politique parce que la politique, c'est la démocratie et c'est la décision collective. Et si on n'arrive pas à rétablir ce lien-là, on va avoir des grosses déconvenues. Vraiment, on va avoir des gros problèmes. Ce qui se dégage, tu as un besoin de sincérité qui est important. En gros, je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, on attendait du brio. On voulait des hommes politiques un peu éclatants, qui parlaient bien, qui donnaient le sentiment d'eux. Et puis, on savait que c'était un peu faux, mais quand même, c'était classe. Ça, c'est plutôt la génération Mitterrand, Chirac. Aujourd'hui, on veut juste des gens... Je pense qu'on a tous compris que le monde de demain, on ne sait pas trop s'il va être meilleur que celui d'aujourd'hui. C'est un peu le bordel. On a tous compris qu'on essayait tous de reconstruire un monde un peu différent. Et donc, en fait, on veut juste des gens humbles face à l'ampleur de la tâche et qui se présentent comme ils sont. Et ça, c'est un truc qui est encore beaucoup trop rare dans la parole publique parce que ça suppose de dire j'essaye mais je vais peut-être pas y arriver, et parfois de dire j'ai essayé, je me suis trompé, ou ça marche mais c'est pas assez. Et c'est super dur à dire parce que ça suppose de reconnaître ses propres faiblesses, mais en fait t'as pas de choix.
parce qu'en fait, on veut que les hommes politiques se comportent avec nous comme un pote le ferait, c'est-à-dire en nous disant la vérité, en fait. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a une sorte de méfiance envers la classe politique, comme tu le disais, qui est assez éclatant, et là on le voit. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est le 8e podcast que je fais, et moi je me suis dit, en allant faire le micro-trottoir, donc, que ça allait être très facile. Je me suis dit, mais tout le monde a un avis sur la politique, tout le monde est intéressé par ça, et tout le monde va avoir des milliers de questions. Et en fait, quand on arrête les gens et qu'on leur demande, qu'on leur donne le sujet du podcast, eh ben ça m'a vraiment étonné qu'il y a plein de personnes qui ne voulaient pas du tout répondre, parce que c'est même pas qu'elles étaient en colère, c'est qu'il y avait un désintérêt, comme si elles avaient renoncé. En fait, il y a une indifférence qui s'est installée. C'est pour ça que je disais que moi ça m'inquiète, parce que en fait, si on est indifférent à ce qui se passe dans le champ politique, ça veut dire qu'on laisse d'autres et de moins en moins nombreux décider à notre place, et ça ressemble de plus en plus à un truc qui n'est pas vraiment une démocratie, qui est soit une oligarchie, la décision ne part pas beaucoup, soit à la fin vraiment un truc qui ressemblera plus à une dictature qu'à une démocratie. Et moi je pense que c'est le moins mauvais des systèmes, la démocratie. Mais il avait raison, quoi. On n'a pas trouvé mieux, et tout ce qu'on a essayé d'autre, franchement, c'est naze. Parce que un dictateur éclairé, vous pouvez l'avoir pendant 2-3 ans, et puis au bout d'un moment, Mistinguette ou Mistingou, ils finissent toujours par partir en sucette. Et ça, c'est hyper important. Il faut qu'on arrive à recréer de l'intérêt. Moi, quitte à ce que les gens critiquent, c'est normal. Je veux dire, quand ta vie elle va pas parfaitement bien et que les gars ou les filles en politique ils ont fait des promesses et t'as l'impression qu'ils les tiennent pas, t'es un peu agacé. Il faut qu'on soit exigeant, mais il faut qu'on se réintéresse tous au truc, parce qu'en fait sinon ça va aller de pire en pire. En plus, moi je côtoie pas mal d'hommes et de femmes politiques, j'en vois peu qui sont mal intentionnés. C'est quand même un truc, tu vois, le tous pourri, non. La plupart, ils essayent de faire des trucs bien. Par contre, il y a 2 problèmes. C'est souvent l'ego. Donc on reconnaît pas que, voilà, on cache un peu les trucs. On fait genre on a beaucoup de pouvoir, alors que souvent on a un peu d'impact, mais pas tant que ça. Et c'est pas grave, tu vois. C'est pour résoudre le problème, on a besoin des entreprises, des associations, des individus et un peu du politique, mais un peu du politique seulement sur plein de sujets. Et t'as vraiment ce gros problème de l'ego, et après t'as un problème de communication qui est lié souvent à l'ego, qui est que on reconnaît pas quand on n'a pas fait les trucs parfaitement. Et tu vois, il faut qu'on arrive à retrouver cette sincérité dans la parole, quitte à ce que de temps en temps, on soit, y ait des gens qui nous reprochent d'être trop transparent et d'être pas assez parfait, mais c'est pas grave, il y a que comme ça qu'on va réussir à retrouver de l'adhésion. Et c'est pas pour les hommes politiques qu'on veut de l'adhésion, c'est juste pour sauver la démocratie. Voilà. C'est important, il est sympa ce podcast, on commence par la démocratie direct, bam. Grosse remise en question dès le début. Non, mais c'est vrai que je voulais commencer par un peu cet état aujourd'hui général de ce que les gens pensent des politiciens. Ça, par contre, je m'attendais à avoir beaucoup plus de réponses négatives que positives, parce que aujourd'hui, énormément de personnes, comme tu le disais, sont très méfiants et vis-à-vis de la politique, mais ça s'est étendu aux hommes et aux femmes politiques. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut plus faire confiance, et que quoi qu'il arrive, à partir du moment où les gens entrent au pouvoir, sont au pouvoir, ou même les gens qui ne sont pas au pouvoir d'ailleurs, on a l'impression qu'on ne peut plus faire confiance. Et tu vois, dans les réponses ou dans les questions que j'ai pu avoir, il y avait très peu de critiques contre ceux qui sont actuellement au gouvernement, mais c'était en général sur toute la classe politique. Il y a un sentiment diffus de la flemme. Ouais, exactement. C'est vraiment ce qui est ressenti, et c'est aussi pour ça que ce podcast, il peut être intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'avec ce sentiment général, il y a encore aujourd'hui des femmes et des hommes qui veulent faire de la politique, et ça fait le lien avec la première question qu'on a de Quentin. Salut Mathieu, c'est Quentin. Alors moi j'ai une question, c'est quel a été l'élément déclencheur pour t'intéresser à la politique ? Je pense que quand j'avais 10 ans, j'avais des modèles, notamment j'avais 2 grands-mères qui étaient très engagées, l'une à la Ligue contre le cancer et l'autre qui était infirmière et qui donnait toute sa vie, tout son temps pour aider les autres. J'avais aussi une tante qui était très engagée sur les réfugiés, et ça a eu un poids très important, parce que le petit garçon que j'étais les regardait, et je pense qu'il ne faut surtout pas négliger l'importance des rôles modèles quand on est enfant. Et puis après, je me suis toujours dit, je vais m'intéresser à comment essayer de rendre les gens un peu plus heureux. Alors à ma petite échelle, et puis sans vouloir faire le bonheur à leur place, parce que sinon tu deviens une espèce de dictateur totalitaire. Mais en tout cas, c'était le truc moi qui m'excitait le plus. Je trouvais ça hyper intéressant. J'étais pas contre faire des trucs dans le privé aussi. D'ailleurs, j'ai travaillé dans le privé. Mais quand même, quand t'es en politique ou quand tu travailles pour l'État,
tout ce que tu fais, c'est vraiment le driver, c'est pour aider, quoi. Et ça, c'est pas juste une parole, c'est vrai. Après, tu le fais pas toujours bien, mais et voilà. Et moi, ça a été ça mon moteur depuis gamin. Je me faisais des jeux dans la tête en me disant comment est-ce qu'on peut mieux organiser le village, la ville, les transports, le machin. Et voilà. Et c'est une vocation. Ouais, il y a un peu de ça. Et je pense qu'il faut l'avoir un peu aujourd'hui parce que il y a plein de côtés super positifs hein, quand tu fais de la politique ou que tu es dans les parages. Mais c'est sûr que tu as un peu d'ingratitude quand même aussi, quoi. Parce que les problèmes, tu ne vas pas les résoudre tout de suite. C'est parfois ceux d'après, dans 5 ans, qui vont récupérer les fruits de ce que toi, tu auras semé. Quand tu changes, là, tu vois, on se bat pas mal en ce moment sur le harcèlement à l'école. On sait très bien que toutes les actions qu'on met en place, le temps de former tout le monde, que la révolution de prise en compte du truc se fasse, moi j'espère que ça va être dès l'année prochaine qu'on va avoir les résultats, mais ça se trouve c'est dans 3-4 ans que le phénomène va vraiment baisser et ce sera probablement moi je serai probablement plus là et tant mieux, je serai allé faire autre chose, mais c'est les autres qui diront regardez, grâce à nous le harcèlement baisse, mais c'est pas grave, on s'en fout, tu travailles pour un truc qui te dépasse un peu. Et donc c'est marrant parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont te dire tout de suite que si les gens font de la politique c'est pour s'en mettre plein les poches, du coup c'est pas pour ça. En tout cas ça n'a pas été ta motivation à toi. Franchement, faut pas se moquer des gens, tu gagnes correctement quand tu es en politique. Mais les salaires des députés, les salaires des ministres, des délégués interministériels, c'est très bien. Mais franchement, tu peux gagner plus d'argent dans le privé quand entre guillemets, tu as ce niveau-là de formation ou autre. Donc c'est toujours, tout est relatif. Si tu cherches de l'argent vraiment, franchement, avec tel niveau de diplôme, je sais pas quoi, tu fais pas de la politique. Maintenant, tu vis pas mal non plus quand tu fais de la politique. Voilà. Et je pense que c'est important parce que parfois, j'entends des députés qui disent « Oh là là, c'est pas facile, je gagne plus que 5 000 € net par mois. » Bon, écoute, ok, avant, tu gagnais peut-être 2 fois plus dans le privé, mais voilà, tu fais un choix. Ouais. Mais cela étant, ça pose quand même la question de... tu vois, qu'il y a une question difficile de politique publique, parce qu'en ce moment, on sent bien que les gens n'aiment pas trop les hommes politiques. Comment est-ce que tu rémunères, par exemple, mieux les maires pour avoir des meilleurs maires, entre guillemets, en local, ou des meilleurs députés? Parce que parfois, il peut arriver qu'il y ait une forme de lien entre combien tu es prêt à payer quelqu'un et la valeur professionnelle de la personne. Et c'est un truc pas facile, parce que peut-être qu'à l'Assemblée nationale, il nous faudrait moins de députés, mais mieux payés, pour, entre guillemets, avoir des députés encore meilleurs, mais que ça ne nous coûte pas beaucoup plus d'argent à la société tout entière. Dans le contexte, tu vois, ce genre de discussions qui sont importantes aussi pour la qualité de nos débats, et c'est pas facile. C'est très touchy, puis on touche tout de suite à des sujets qui sont... par exemple, on va dire demain, on va baisser le salaire des députés. Ça, c'est une décision qui va plaire à 99%. C'est hyper populaire. Mais c'est hyper démago aussi. C'est du populisme démago, ouais. Mais, et tous les hommes politiques font un peu de démagogie. Et c'est un des inconvénients de la démocratie, c'est que ça t'oblige à être toujours un peu démagogue pendant une campagne électorale, parce que tu le veuilles ou non, il faut séduire. Il faut en faire le moins possible. Je dis pas qu'il faut en faire pas du tout, parce que franchement, l'homme politique qui vient de voir en disant je suis absolument pas démago, soit c'est Jésus, soit il se fout de ta gueule. Ouais. L'option 2 est probablement là à retenir. De toute façon, voilà, on est dans un jeu électoral où il y a des élections régulières, on doit plaire à ses électeurs, et donc forcément, ça influe nos décisions. Un peu. Après, tu as 2 catégories d'hommes politiques. Ça, c'est un truc dit Jacques Attali, qui a été conseiller de François Mitterrand pendant tous les quinquennats de François Mitterrand, et qui connaît bien les sphères du pouvoir, qui distingue l'homme politique de l'homme d'État. L'homme politique, c'est un peu le politicien. C'est le politicard, on aurait presque envie de dire, celui qui pense un peu à sa petite bouille, qui essaye de rester en poste le plus longtemps possible, mais qui s'en fout un peu qu'oublie vite pourquoi il était venu là. Et puis tu as l'homme d'État qui lui veut laisser une trace, qui se dit moi dans 15 ans j'ai envie qu'on retienne ça de moi, ou que la France soit là. Et là ça devient intéressant, parce que c'est comme ça qu'on fait des grandes choses, souvent en étant un tout petit peu indifférent quand même à l'opinion publique sur certains sujets. Tu peux pas l'être totalement, hein, parce que si l'opinion publique elle est pas avec toi, tu te tapes des manifestations monstrueuses et en fait ça avance pas. Donc tu es obligé. Mais vraiment tu as 2 catégories et tu le sens assez vite. Il y en a pas tant que ça. Il y a pas beaucoup d'hommes politiques qui sont mal intentionnés. Par contre, des gens qui ont une vraie stature, qui réfléchissent à long terme et un peu au-dessus de leur bouille, c'est pas si courant. C'est pas si courant. On va maintenant parler de ton parcours qui t'a conduit aujourd'hui où tu en es, avec une question de Félix. Bonjour Mathieu, j'ai une petite question pour toi. En fait, je me demande comment on en arrive là. Quel est le parcours pour tenir les fonctions que tu exerces actuellement? Voilà, tout simplement. C'est comme toujours un mélange de un peu de travail, un peu de talent et beaucoup de chance. Moi j'ai fait Sciences Po et HEC en école. Je viens pas de Paris.
Je grandis, mon papa travaillait chez EDF en centrale nucléaire, donc j'ai grandi dans différents bleds, parce que les centrales sont rarement dans les centres-villes. Et puis j'étais un bon élève, du coup j'ai pu intégrer Sciences Po quand j'avais 18 ans. Donc déjà ça c'est un premier truc parce que tu rentres un peu dans le club quand même. Ouais. Tu as le droit de jouer, on va dire. J'ai échoué à Sciences Po. Mais j'étais sur la liste d'attente. Tu vois, t'es la preuve qu'on peut faire des trucs trop cool. Mais je vais te le rappeler quand même plusieurs fois. Donc voilà, j'ai eu le droit de jouer grâce à ça. J'avais une carte de membre potentielle. Et puis après, franchement, c'est juste une rencontre. Mais j'ai rencontré Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie et en 2015. J'ai bossé pour lui à ce moment-là. Et derrière, un jour, son équipe m'a dit Mathieu, si tu veux venir ce week-end, on réfléchit à un truc, tu vas voir, c'est marrant. Puis je suis allé, et puis c'était En Marche, on a créé En Marche, ça a lancé le truc. Et en fait, j'ai eu la chance d'être dans les premiers, je ne suis pas seul évidemment, mais franchement dans les premiers à être dans les boucles. Et puis derrière, le type il devient président de la République, donc ça aide. Là tu es sur la vague et tu sors derrière. Hein. Et donc ça aide énormément. Et le deuxième coup de peau, entre guillemets, c'est que la dernière ministre pour laquelle j'ai travaillé, c'était Elisabeth Borne, ministre du Travail. Et il s'avère qu'elle est devenue première ministre. Et que du coup, pour avoir quelqu'un en qui elle avait confiance sur les sujets jeunesse que j'avais déjà traités précédemment, c'était un peu naturel pour elle et pour moi. Et voilà, donc deux coups de bol. Ouais. T'as misé sur les bons chevaux. Ouais, alors tu provoques toujours un peu le truc, mais franchement t'as un peu de talent, beaucoup de travail et beaucoup de chance. Et aujourd'hui, du coup, tu te retrouves délégué interministériel à la jeunesse. Et on avait une question aussi à ce sujet de la part d'Arthur. Bonjour Mathieu, je suis Arthur et je voulais savoir à quoi sert un délégué ministériel. C'est une bonne question parce que franchement... je ne sais pas non plus. 95% des gens, ils savent pas ce que c'est. Et en fait, t'en fais un peu ce que tu veux de délégué interministériel. C'est quand il y a un sujet qui est suffisamment important pour la Première ministre ou le Président de la République pour que tu crées une fonction qui soit en lien avec plein de ministres qui traitent du sujet, mais sinon le sujet, il est un peu partout et nulle part. En gros, je suis un peu le délégué de classe des jeunes auprès du gouvernement. Okay. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est de rapporter ce que la classe vit et ce que la classe veut. Et d'essayer évidemment d'arriver avec mes petites revendications au nom des jeunes. Et donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à être un peu partout, à leur parler, parce que j'ai pas envie d'avoir juste mon avis de quasiment ancien jeune maintenant quand même. Et merci de ne pas avoir trop rebondi là-dessus. Mais voilà, c'est ça, je suis délégué de classe en fait des jeunes, et ensuite je vais pousser des propositions très très fort. Et parfois ça marche, et quand ça marche c'est génial, puis quand ça marche pas, faut boire une petite bière, souffler, se dire qu'il y a des victoires, des échecs et repartir tout de suite. Et donc typiquement à quoi j'ai servi je pense depuis janvier, parce que j'ai été nommé en janvier de cette année. On va faire le permis de conduire à 17 ans à partir de l'année prochaine, de janvier prochain. Ça c'était un gros combat que j'ai pas mal porté. On va rembourser les protections périodiques pour les jeunes femmes de moins de 25 ans. Les protections réutilisables, donc les cups, les serviettes menstruelles, ça pareil, on l'a porté très fort. On va faire des stages obligatoires en fin de seconde pour les lycéens, parce qu'en fait beaucoup de lycéens nous le réclamaient. On va interdire les cigarettes électroniques jetables, ça paraît bête, les puffs. Non pas parce que je suis pas fan des interdictions, mais là on avait un vrai problème écologique et de santé publique. Donc voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça que j'essaye de faire advenir. À la fin, c'est toujours le délégué interministériel, il est auprès des ministres. C'est toujours les ministres, ou la Première ministre ou le Président de la République qui prennent les décisions. Mais vous pouvez pousser très 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 fort. Vous avez le droit d'être entendu. Toi, à ton niveau, tu ne prends pas de décision. Hein. C'est pas moi qui suis responsable de la prise de décision. Et c'est important parce que c'est pour ça qu'un délégué interministériel, t'es pas membre stricto sensu du gouvernement, mais t'es au service vraiment de. En fait, moi, je considère que j'ai deux patrons. J'ai la Première ministre, le gouvernement, et j'ai les jeunes. Et j'essaye de faire le lien entre les deux et de servir les deux au mieux. Et voilà. Et je sers aussi beaucoup à faire le lien avec, comme je suis tout le temps en train d'écouter les jeunes, de faire le lien avec la société civile pour qu'on arrive à agir ensemble sur certains sujets. Vous avez vu un truc il n'y a pas longtemps, il y a eu un clip de l'équipe de France de foot sur le harcèlement. C'est un truc qu'on a bossé avec Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Mais c'est un truc génial parce que en fait, on avait trouvé un sujet qui n'était pas politisé, qui était juste qui nous dépassait tous et sur lequel du coup on avait des artistes, des sportifs et autres qui étaient prêts à s'engager, à dire juste attention au harcèlement. On leur demandait pas de dire le gouvernement c'est super, vive Macron.
On leur demandait juste de s'engager pour sensibiliser tous les jeunes qui les écoutent. Et ils l'ont fait. Et franchement, ça c'est génial quand vous arrivez à faire ça. C'est quelque chose que je veux continuer à développer aussi. Oui, puis c'est vrai que des sujets comme, les sujets de la jeunesse sont quand même des sujets sur lesquels j'ai l'impression qu'on peut plus facilement avoir des consensus. Ouais. Ce dont tu nous as parlé, que ce soit les serviettes périodiques ou les serviettes menstruelles et les protections périodiques. Le harcèlement, le permis à 17 ans, c'est quand même des points sur lesquels on atteint plutôt facilement un consensus, j'imagine. Et après, l'enjeu, tu vois, c'est de faire connaître ça. Pas pour, encore une fois, à la fin, les gens ils voteront ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Et il y a des dispositifs super qui ont été créés par des gens qui étaient avant Macron au pouvoir. Mais par contre, ce qui est super frustrant, c'est quand les dispositifs ils sont pas connus. Quand tu as des jeunes qui ont des besoins et qu'en fait il existe des aides pour partir en vacances, des aides pour le permis de conduire, des aides pour le train, des aides pour les protections périodiques, des préservatifs gratuits, parce qu'on a aussi fait ça, les préservatifs gratuits en pharmacie pour les moins de 25 ans. Et quand c'est pas connu, tu te dis mais merde, pourquoi on s'est battu et à la fin on n'a que 10 ou 20% des jeunes qui vont utiliser le truc. Et l'un des contre-exemples qu'on a, par exemple, c'est le Pass Culture. Le Pass Culture, c'est une aide de 300 € à 18 ans pour pouvoir accéder à des contenus culturels. Ça, il y en a beaucoup maintenant qui y ont recours. Et ça, c'est super parce qu'il y a 80% des jeunes qui l'utilisent. Oui, c'est ancré maintenant. Ouais, et c'est ça l'objectif. Ouais. Et pour ça, on a parfois besoin de la mobilisation de tout le monde pour faire connaître. Parce qu'il n'y a personne qui lit les communiqués de presse de Matignon ou l'Élysée, en vrai, à part quelques journalistes. Et c'est normal, on a autre chose à faire que de lire les communiqués de presse de Matignon ou l'Élysée dans notre vie. Par contre, parfois on écoute Monsieur Alex, parfois on lit ce que fait Kylian Mbappé. T'as vu, je viens de te mettre avec Kylian Mbappé. Au même rang, parfait. La base. Mais c'est pour que tu me poses des questions gentilles. Oui, après, j'ai bien compris le mécanisme. Tu vois la technique. Hein. Ça, c'est les politiciens, quoi. Ils sont doués, c'est de la séduction permanente. C'est une formation, hein, c'est tactique. Non, mais tu vois, on a besoin que ceux qui ont déjà des audiences relaient parfois des messages, et qui ne soient pas des messages politiques, parce qu'on ne veut pas les mettre dans la merde. Et on en a plein. On va avoir les Jeux Olympiques, le sport l'an prochain. J'espère qu'on va avoir des mobilisations aussi pour dire à tout le monde, regardez, il y a des aides pour faire du sport, faites du sport, bougez-vous. On a 10% de jeunes qui sont obèses à 17 ans. Pas possible. Non pas qu'on a un jugement sur les obèses, c'est évidemment aucun, mais par contre, il y a des problèmes de santé qui vont avec, et c'est souvent compliqué à vivre. Donc, il faut qu'on arrive à se mobiliser là-dessus. En introduction, on parlait justement du désintérêt des gens pour les politiciens et évidemment pour la politique. Et tu nous parlais de l'oligarchie et du fait qu'on puisse finalement avoir un petit groupe de personnes qui décideraient pour tout le monde. Et ça m'a du coup donné l'idée lors du podcast de parler également du vote. Finalement. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, d'élection en élection, il y a de moins en moins de personnes qui votent. C'est forcément lié au désintérêt, c'est forcément lié à plein de personnes qui vont te dire moi les politiciens, je les crois plus, moi la politique, j'y crois plus, j'en ai plus rien à faire, je les écoute plus. Et donc pourquoi j'irais voter et choisir mes représentants, étant donné que de toute façon, ça sera toujours la même chose. Et donc la question qu'on a posée, c'est est-ce que vous votez ? Et voilà les réponses. Pendant longtemps, je n'ai pas voté. Je sais que c'est pas bien parce qu'il faut aller voter, il faut faire attention et tout, mais c'est un sujet qui me dépasse et ça m'intéresse pas du tout. Oui, je vote parce que je trouve que c'est important de voter et on n'a pas le droit de se plaindre si on ne vote pas. En vrai, je vote que pour les élections présidentielles, pas les autres, parce que je m'y connais pas assez, je suis pas assez investi dedans. Oui, je vote parce que je pense qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on puisse le faire et du coup, je trouve ça important. Et non, maintenant je m'abstiens parce que je n'ai plus foi en aucun représentant. Je vote oui. Pour différentes raisons, parce que si on ne vote pas, c'est laisser la place à tout et n'importe quoi. Des gens sont morts pour ça, des ancêtres sont morts, il y a eu des révolutions, donc c'est aussi une question de respect pour eux. Je vote parce que j'ai toujours voté et je pense que je voterai toujours. Mais même si je vote blanc, mais je voterai quand même. C'est mon droit. Plus je vieillis, plus je vois les résultats, plus je me dis que ça ne sert plus à grand chose. En tout cas, tant qu'on ne comptabilisera pas le vote blanc, quoi. Comme je considère qu'aucun parti ne me représente, je vote blanc. Non, je vote pas parce que je me sens pas concerné par la politique. Pas encore parce que je suis mineure, mais je pense que je voterai aux prochaines présidentielles. Parce que déjà, nous, en tant que femmes, on a galéré à avoir le droit de vote. Donc il faut qu'aussi nous, on donne notre avis. Une fois, j'ai pas voté. Et depuis, ma mère, elle fait que de me dire « Ah, fallait voter, regarde le maire maintenant ». Ouais, je vote depuis que je peux voter. Alors oui, je vote, parce que je pense que c'est un droit qu'on a eu. Nous les femmes, en tout cas, c'est important pour moi du coup de voter. Donc oui, je vote et même quand je ne peux pas y aller, je fais une procuration pour pouvoir être sûr que mon vote puisse compter.
Alors je fais un petit disclaimer avant parce que j'avais été très étonné du ratio de personnes. Alors évidemment, on n'est pas l'INSEE, on n'est pas les instituts de sondage, on interroge une trentaine de personnes, donc on ne peut pas prétendre à avoir un panel des Français. Néanmoins, j'étais étonné de voir qu'il y avait autant de personnes qui votaient, mais je précise quand même que ce micro-trottoir est fait en plein centre de Lille, qui est une ville, et on sait que sociologiquement, ville, campagne, selon le milieu, selon l'âge, etc., il y a plein d'indicateurs qui entrent en compte. Mais globalement, j'étais étonné de voir qu'il y a quand même une majorité de gens qui votent ça met un peu de baume au cœur. Quand tu regardes les chiffres, sans devenir le technocrate super chiant au micro, mais tu as un tiers des jeunes qui ne votent pas à l'élection présidentielle et les 2 tiers des jeunes qui ne votent pas aux élections locales, toutes les autres élections. Les européennes, les municipales, encore plus les régionales ou les départementales. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui se mobilise. Et donc, le micro-trottoir, il est quand même un peu représentatif de ça. Moi, je pense qu'il y a une jeune fille qui a dit, ou un jeune garçon, je ne sais plus, qui disait moi, franchement, la politique, il ne me représente pas, c'est abstrait pour moi, je ne vote pas. Moi, je pense que la politique, elle finit par te rattraper à un moment donné, que tu le veuilles ou pas. Alors, je ne vais pas dire que je ne sais pas si c'est un devoir de voter, après, chacun fait comme il le sent. Mais que tu le veuilles ou non, la politique finit par te rattraper à un moment donné. Mais malheureusement, la démocratie, c'est un choix par défaut. T'es rarement transporté par... tu votes pas pour Madonna ou tu votes, il y a une starification quand même des hommes politiques. Un peu, mais bon, à la fin, tu votes pour Macron, Hollande ou Sarko. Avec tout le respect pour les trois, c'est pas, tu vois, t'es sur une adhésion qui est, tu vas respecter intellectuellement les gens, mais en fait, tu vas finir par choisir le moins mauvais des candidats. Il faut rappeler ça, les démocraties, c'est ça. Mais si tu le fais pas, d'autres décident pour toi et à un moment donné, ça peut te rattraper. Maintenant, on a une responsabilité de dingue. Si les gens votent pas assez, encore une fois, c'est parce qu'ils ont l'impression que les politiciens disent pas la vérité. C'est parce que les projets politiques sont pas assez excitants. On se dit pas, aujourd'hui, il y a les 2 tiers des Français qui se disent que le monde de demain va être moins bien que le monde d'aujourd'hui. Alors que c'était pas le cas il y a 30-40 ans. Et puis, nous, il faut qu'on facilite aussi le vote. On peut faciliter les inscriptions sur les listes électorales. Moi, je pense que dans une société qui vieillit, les jeunes, y compris de moins de 18 ans, je pense qu'à 17 ans aujourd'hui, pour les élections municipales, par exemple, tu es en capacité de voter. Parce que tu connais correctement le truc. Et je pense qu'à 17 ans aujourd'hui, tu as à peu près autant d'informations qu'un jeune de 18 ans dans les années 70. Voire même, en fait, tu as beaucoup plus d'infos. Les questions se posent, parce que dans une démocratie, si la démocratie vieillit trop sur son corps électoral, si les électeurs deviennent de plus en plus vieux, les jeunes, notamment, vont finir par se dire « Attends, le vote, il ne va pas dans la direction du monde de demain. » Moi, j'avais été frappé, par exemple, au moment du Brexit en Grande-Bretagne. Il y avait une étude qui avait été faite qui disait que globalement, les plus de 50 ans avaient voté pour le Brexit et les moins de 50 ans contre le Brexit. Et donc, en gros, c'est les vieux qui ont décidé de sortir de l'Union européenne pour le reste de la vie des jeunes. Et tu vois, le truc, il est un peu... C'est beaucoup ça, parce qu'on le sait, les personnes plus âgées se déplacent beaucoup pour voter. Et il y a quand même ce côté où ils sont surreprésentés et parfois leurs idées, leurs penchants, on va dire, sont plus représentés que les jeunes qui aujourd'hui ont un peu abandonné. Finalement. On parlait tout à l'heure de risque d'oligarchie, c'est surtout un risque de gérontocratie qu'on peut avoir aujourd'hui, la démocratie des vieux. Et il ne s'agit pas de stigmatiser les plus âgés. Il faut qu'ils gardent leur droit de vote, ils votent, bravo à voter. Mais par contre, nous les jeunes, on doit se mobiliser beaucoup plus. Et la responsabilité des politiques en charge, c'est d'essayer de leur faciliter la vie. Et c'est quelque chose sur lequel moi je souhaite bosser dans les prochaines semaines. Est-ce que je serai entendu ou pas, j'en sais rien, mais comme je le disais au début, en tout cas je vais essayer. Tu vas te battre pour ça. On a une question maintenant d'Aurélien qui va s'intéresser. On a beaucoup parlé des aspects positifs, de toi, ce qui t'animait, ce qui t'avait fait choisir cette vie-là, mais on va parler d'autres aspects. Aïe. Salut Mathieu, je m'appelle Aurélien et ma question c'est la suivante. Qu'est-ce que tu n'aimes pas en politique ? J'imagine qu'il y a des choses. Toi, alors, je veux pas une réponse de politicien, je veux vraiment une réponse de Mathieu. C'est pour ça que je réfléchis un peu. J'ai pas envie de te faire un discours en langue de bois. Ce que j'aime pas en politique, c'est que ça empiète sur ta vie privée. Ouais. Parce que t'as une part du boulot qui est un peu de représentation. Alors moi j'essaye de le faire sans faire les discours chiants, les gars interministériels est très heureux de vous remettre la médaille machin, mais si tu le fais pas, en fait les gens te reprochent de pas être là parce qu'il y a une forme de reconnaissance que l'institution au travers de ta personne leur rend. Et ça c'est assez fréquent, que ce soit des soirs en semaine ou des samedis ou des dimanches. Et si tu veux avoir le sentiment de faire bien ton boulot, faut le faire un peu, voire même pas mal.
Et du coup, ça empiète quand même sur la vie privée. Il faut que tu sois avec des gens qui soient compréhensifs, que ce soit ton conjoint, ta conjointe ou tes enfants, parce que c'est pas facile. Ouais. Voilà. Il y a d'autres boulots sur lesquels où la vie privée, la vie pro empiète sur la vie privée. Encore une fois, c'est toute comparaison gardée. Il y a des boulots de femmes de ménage de nuit, de restauration qui sont tout aussi et même beaucoup plus difficiles. Mais tu as quand même cette contrainte-là dans le champ politique. Ce que j'aime pas parfois aussi, c'est dans les relations humaines, tu peux avoir un peu d'hypocrisie parce que le pouvoir est un lieu qui attire. Et c'est pas toujours facile de trouver des gens à 100% francs avec toi. Mais c'est le cas aussi des cercles de pouvoir dans le monde privé. Et qu'est-ce que j'aime pas d'autre ? Non, moi sinon franchement, il y a 10% de trucs que j'aime pas et 90% que j'aime bien. Et ce sera plus ça, moi, mon piège, je pense. C'est que je pense que c'est bien de se renouveler, de pas rester non plus éternellement. Moi, j'ai pas envie de devenir un homme politique à vie. D'accord. Je suis pas contre, par contre, le fait de faire des allers-retours, parce que je pense que c'est bien de se réoxygéner, ou en tout cas de changer de fonction, tu vois, pas de rester toujours sur la même, parce qu'au bout d'un moment, tu as moins d'idées, parce que tu t'épuises un peu, parce que tu finis par perdre parfois un peu d'ardeur, parce qu'à force d'essayer de te prendre des murs, tu finis par te dire c'est pas possible, alors qu'en fait, quelqu'un de nouveau peut. C'est plus ça, moi, faut pas que je tombe dans le piège, parce que je crois sincèrement qu'il y a de la vertu au renouvellement. Il y a quelque chose aussi beaucoup qui revient. Alors c'est vrai que ça n'apparaît pas dans les questions qui vont être posées, mais il y a aussi ce côté, ils font semblant de ne pas être d'accord pour le jeu politique, pour les débats, à la télé, au Parlement, etc. Mais en vrai, une fois que les portes sont fermées, ils sont tous copains. Est-ce que c'est un truc qui est vrai, ça, que tu as pu voir ? Non, alors souvent ils sont capables d'avoir des moments de camaraderie, mais heureusement, c'est comme dans une salle de classe quand tu es à l'école, tu n'es pas pote avec l'intégralité de la classe, mais tu es quand même capable de passer des moments à 30 ou 35 où tu es à peu près content. Donc en gros, les députés ou les hommes politiques sont pour la plupart capables de boire un verre ensemble. En revanche, ils peuvent boire un verre en se marrant sincèrement, en faisant des blagues comme on fait à la machine à café à l'école ou en entreprise, et se mettre sur la tronche une heure après dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et c'est pas que un jeu. Alors il y a parfois du surjeu, parce que maintenant en plus il faut que l'extrait de ton discours à la tribune, où en fait il y a que 12 personnes qui t'écoutent dans une Assemblée nationale parsemée, mais que ce soit le discours qui soit repris pour que ça tourne sur les réseaux et nanana. Mais fondamentalement tu es quand même en train d'exprimer un truc auquel tu crois sincèrement. Encore une fois, moi je pense que dans 80-90% des cas, les expressions politiques sont plutôt sincères. Il peut y avoir une partie de stratégie, mais la plupart du temps elles sont sincères. Le problème, c'est quand il y a un vernis de communication dessus qui fait que on raconte pas tout. Mais l'engagement moi, mon expérience, mon observation, c'est que la plupart sont plutôt sincères sur leur engagement. Il y a pas, c'est pas un jeu, c'est pas parce que c'est vrai qu'on parle de communication. On a évoqué tout à l'heure vite fait la starification des hommes et des femmes politiques, et on a l'impression que, alors c'était vrai avec la télé, et j'ai l'impression que ça l'est encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a encore 10 ans, tu ne voyais pas sur les réseaux sociaux ces petits extraits de parlement finalement. Donc si tu n'allumais pas ta chaîne et que tu regardais pas LCP, finalement, à part ce qu'il y avait aux 20h, sinon tu savais pas trop ce qui se passait au Parlement. Et là, par contre, tu vas avoir des hommes politiques qui vont dire à leurs équipes, le discours il est bien, mais il n'y a pas les 2-3 passages qui sont susceptibles d'être repris. D'accord. Et tu préfères avoir un discours un peu naze, mais par contre avec une punchline en intro, une punchline au milieu, une punchline à la fin, en disant il y en a bien une sur 3 qui va être reprise, plutôt que de faire un vrai bon discours complet, profond, en mode Victor Hugo, mais un peu chiant parce que pas adapté au format 15 ou 30 secondes TikTok ou Insta, quoi. Et c'est ça en fait, c'est que du point de vue de l'extérieur, on a parfois l'impression que la forme, elle prend le pas sur le fond. Et ça c'est vrai. Pour le coup, la forme peut prendre le pas sur le fond, mais je pense que la plupart sont quand même à peu près sur des positions qui, dans 80% des cas, sont celles qui sont vraiment les leurs. Voilà. Mais c'est un des inconvénients de la démocratie. Mais encore une fois, comme on n'a pas trouvé mieux, on est un peu obligé de faire avec, quoi. On a beaucoup parlé d'engagement, on a parlé du regard des gens sur la politique, on a parlé du vote qui est une forme d'engagement, mais l'engagement ça peut prendre plein d'autres formes, et on a posé la question, est-ce que vous engagez ou vous êtes déjà engagé en politique? Et voici le condensé des réponses. Alors non, jamais. Je ne me suis jamais engagé en politique. Pas du tout. Moi je laisse faire et je suis très bien comme ça. Non, pas du tout. Non, ça m'intéresse pas.
Je laisse la place aux autres. Alors j'avoue que je me suis jamais engagée politiquement. Je pense pas spécialement à le faire. Absolument pas, je me suis jamais engagé en politique et j'y pense pas du tout. J'y ai déjà pensé et je pense pas le faire parce que c'est vraiment pas un monde qui m'attire. J'ai jamais été engagée politiquement et j'ai pas l'intention de le faire pour le moment. Mais personnellement, je le fais plus. Je l'ai peut-être perdu, peut-être par manque de temps ou aussi de conviction. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ouais, je suis maintenant moins engagé que je l'ai été. Je me suis jamais senti l'envie de m'engager pour une. Je suis engagé sur des causes dans le monde dans lequel on vit, mais politiquement, non. Je pense que non, ça m'intéresse pas en fait. Non, on m'a déjà proposé, mais non, parce que je trouve que le climat en France au niveau de l'engagement politique est un peu trop tendu. J'ai un peu arrêté, j'avoue, le militantisme depuis quelques temps parce que j'avais plus spécialement la tête à ça. C'est vrai que la politique, c'est un truc qui prend vraiment la tête et dès qu'il y a une mobilisation, peu importe quelle qu'elle soit, si je la défends, je vais y être et je militerai toujours, même si c'est plus directement dans un parti. Pour l'instant, non, je me suis jamais engagé, je me suis jamais vraiment posé la question non plus. On a l'impression que les gens ne veulent plus s'engager et que vous êtes un peu un animal en voie de disparition, les politiciens. Espèce en voie de disparition. Exactement. Écoute, non mais ce qui me rend triste sur le truc, c'est pas, chacun évidemment fait comme il l'entend et ça veut dire que chacun a trouvé son équation du bonheur. Mais vraiment, je pense que je redis ce que j'ai dit au début. Si c'est pas vous qui y allez à un moment, c'est d'autres qui iront et qui vont décider à votre place. Et autant le micro-trottoir sur le vote était plutôt rassurant tout à l'heure, ou en tout cas réconfortant, autant là, c'est là où on voit vraiment la traduction du fossé quoi, avec ces fonctions-là. Il y a quand même beaucoup de bonheur dans ces fonctions-là. Quand vous arrivez à convaincre tout d'un coup de passer le permis de conduire à 17 ans et que vous vous dites que ça va aider des centaines de milliers de jeunes chaque année, c'est cool quoi. Après, je pense que la plupart des gens sont en fait engagés politiquement, mais différemment. T'as l'engagement politique au sens de rejoindre un parti ou l'État. Ou le gouvernement, mais tu as aussi un engagement politique quand tu signes des pétitions, quand tu manifestes, quand tu participes à des associations, quand tu crées une entreprise qui essaye d'apporter des services qui font pas trop de mal aux gens ou au contraire qui résolvent des problèmes. Je pense que la plupart des gens en réalité font de la politique et je pense que c'est un truc quand même cool dans la société française, c'est qu'il nous reste ça, il nous reste cette base de fraternité entre nous qu'on oublie parfois. Mais honnêtement, dès qu'on débranche la télé, la radio et les réseaux sociaux, quand vous allez sur, là c'est une phrase un peu de vieux con, mais c'est un peu la réalité, quand tu vas dans la vraie vie, et notamment dans les milieux les plus modestes, franchement la solidarité elle est là, et de facto, tous ils font de la politique, en fait ils disent juste je vais aider mon prochain. Et ça c'est top. Je pense que la France reste un pays politisé, je pense qu'on continue à être un peu ensemble. Je pense juste qu'on a oublié de l'être au niveau national, au niveau politique au sens littéral du terme. Et je pense que quand on parle de politiciens, il y a aussi un petit côté, c'est trop loin, c'est pas pour moi parce que c'est réservé à une élite, c'est réservé à l'époque, alors c'est moins vrai maintenant, mais à l'époque, si on n'avait pas fait l'ENA, on ne pouvait même pas prétendre à occuper des fonctions étatiques. Et alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens de la société civile qui se lancent, qui deviennent politiciens d'une façon ou d'une autre, soit ils sont appelés, soit ils sont élus, mais ça reste quand même, on a l'impression quelqu'un qui est réservé aux autres et auquel nous, on n'a pas le droit. Alors, mais il y a deux choses là-dedans. Il faut que ce soit plus représentatif parce qu'à un moment donné, tu te compares un peu et tu t'identifies un peu aux personnes que tu regardes à la télévision. Et quand, par exemple, en politique aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes quand même, pas encore assez. Donc il n'y a pas assez de femmes, du coup les femmes ont un rapport à la politique qui est moins proche que celui des hommes. Et tu as très peu de personnes de couleur aussi. Ça vaut dans les médias, ça vaut en politique. Donc il faut de la représentativité. Ensuite, il ne faut pas non plus tomber dans il faut absolument que tous les hommes politiques ou les femmes politiques soient exactement le copier-coller de la sociologie française. Parce que moi, je me battrai tout le temps contre ça. Un type riche peut défendre les pauvres, un type pauvre peut défendre les riches, un blanc peut défendre les noirs, un noir peut défendre les blancs, etc. etc. C'est pas parce que tu as grandi dans un milieu X ou que tu as fait telle ou telle étude que tu es condamné par ton parcours à suivre un schéma en place. Tu vois, Jean Jaurès, par exemple, c'était plutôt un bourgeois, il s'est battu plutôt pour les ouvriers.
Victor Hugo, pareil, à leur façon. Et après, c'est souvent des hommes qui étaient très paradoxaux, qui n'étaient pas parfaits. Mais je pense qu'il faut beaucoup plus de représentativité. Et en même temps, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui dit si tu n'es pas ouvrier, tu ne peux pas défendre les ouvriers. Si tu n'es pas patron, tu ne peux pas défendre les patrons, etc. Parce que ça, pour le coup, c'est du populisme inversé et qui est tout aussi bête que quand tu as globalement que des mâles blancs qui sont au pouvoir. On parle effectivement de ces idéaux qu'on aime défendre, de ces grands noms que tu viens de citer. Et on a une question de la part de Pauline à ce sujet, au sujet de tes idées en fait. Bonjour Mathieu, donc je m'appelle Pauline et moi ma question aujourd'hui c'est de savoir comment est-ce qu'on fait quand on est politicien à l'heure actuelle pour garder la foi en ses idées et voilà, être sûr que les choses peuvent avancer, voilà, garder la foi. Alors d'abord il faut être clair sur ses idées. Il y a forcément des combats prioritaires pour toi parce que tu peux pas tout faire. C'est un truc qui est chiant en politique, mais parce que tu as envie de tout faire, mais en fait, si tu essayes de tout faire, tu vas finir par rien faire. Donc, c'est comme dans la vraie vie, il faut à un moment donné se fixer des objectifs et un peu prioriser. Donc, c'est le premier truc, c'est être clair sur ses convictions. Et ensuite, en fait, toutes les petites victoires sont bonnes à prendre. Si tu as l'impression que tu peux encore gratter des petites victoires, même si tu aimerais faire le grand soir, et que tu peux pas toujours le faire, tu prends. J'ai cité quelques mesures tout à l'heure, il y en a une autre à laquelle je suis très attaché, c'est le mentorat des jeunes, le parrainage des jeunes qui viennent notamment de zones très rurales ou de ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les banlieues, qui n'ont pas toujours les réseaux. Tu vois que très schématiquement, les gamins de centre-ville vont davantage avoir. Et c'est une inégalité fondamentale parce que si tu n'as pas les réseaux, si tu ne vas pas savoir quels sont les jobs qui existent, du coup tu ne vas pas pouvoir rêver correctement et donc du coup tu ne vas pas pouvoir être sûr que tu fais les choses qui vraiment vont te rendre heureux. On a développé ça ces dernières années. On est passé de 30 000 parrains, marraines à 150 000 en 5 ans. Et ça c'est un truc trop cool, tu vois, qui justifie en grande partie 2-3 ans de taf en vrai. Parce que du coup il y a 100 000 jeunes supplémentaires qui ont vraiment été concrètement aidés. Le jour où là on a les préservatifs par exemple, il y a des millions de préservatifs gratuits qui ont été distribués depuis le début de l'année. Enfin, c'est juste génial. Parce que ça veut dire que ça répond à un besoin et qu'il y aura probablement un peu moins de maladies sexuellement transmissibles chez ceux qui auront eu recours. Toutes les victoires sont bonnes à prendre. Après, est-ce que tu as l'impression que tu as totalement transformé le monde ? En fait, non. Mais tu as l'impression d'avoir essayé de faire ta part. C'est déjà super. Mais après, moi, je ne me découragerai pas tant que le monde ne sera pas transformé tel que, avec d'autres, on aura l'impression qu'il doit être pour qu'il y ait les meilleures conditions possibles pour que les gens soient heureux. Je continuerai à me battre. Mais tant que tu as l'impression que tu prends des petites victoires, tu restes. Le jour où tu n'as plus cette impression-là, je pense qu'il faut bouger. Et justement là, on a parlé des petites victoires, mais j'imagine que depuis janvier, même depuis ta carrière précédente en politique, dans tes postes précédents, il y a eu aussi des moments de défaite, des moments où tu n'as peut-être pas su convaincre ou des moments où on ne t'a pas suivi. Et ces moments-là de compromission un peu, est-ce que c'est difficile à encaisser ? Ouais, parce que d'abord tu t'en veux à toi-même, parce que tu me disais souvent, tu te dis d'abord j'ai pas réussi à convaincre. Et du coup là, moi j'essaye de le réguler au maximum et ton petit ego en prend un coup. Tu te dis bon ok, mauvaise note pour l'élève Mocor quoi. Et derrière tu te décourages 2 secondes et puis après tu relativises assez vite. Tu te dis ok, j'ai pas réussi à gagner ça, mais tu vas reparler avec quelques jeunes qui sont en difficulté dans des quartiers nord à Marseille ou à la Courneuve à Paris. Et tu te dis en fait bon, j'ai perdu un combat, mais je suis pas mort. Et j'ai le droit de continuer à jouer, c'est génial. Et en fait, ça s'appelle juste la vie. Et au bout d'un moment, tu finis même par accepter. Et tu te dis, bon, tu sais que par avance que tu ne vas pas tout réussir. Tu finis par t'auto-protéger en anticipant. Mais franchement, c'est hyper relatif, quoi. La souffrance que tu as quand tu n'arrives pas à faire des trucs en politique, elle est chiante parce que tu mets vraiment ton cœur. Mais à côté des vraies difficultés de vie que connaissent une partie des gens, franchement, tu relativises très vite. Une bonne bière et c'est reparti. Mais c'est vrai que j'allais dire, c'est un métier compliqué. Alors, déjà, c'est pas vraiment un métier, la politique, c'est une fonction. Ouais. Alors, on a un peu tendance à croire que ça l'est devenu, parce que maintenant, il y a des carrières en politique. Ouais. Donc, il y a des gens qui font ça toute leur vie et qui voilà, leur métier, c'était d'être politique. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, la politique n'est pas un métier, mais juste une fonction, qu'on met entre parenthèses son métier pour remplir cette fonction d'homme d'État, de représentant. Et puis après, on retourne normalement à la vie, à la société civile pour refaire cette fonction.
il y a quand même, pour beaucoup de situations, c'est plus vraiment ça. C'est vraiment devenu pour énormément de personnes un métier, la politique. Et la question suivante, qui est donc la question d'Agnès, va s'intéresser à ta vie privée, finalement. Qu'est-ce qu'il y a derrière la politique et qu'est-ce qu'on en retire ? Bonjour Mathieu, je suis Agnès et j'aurais aimé vous poser cette question-là. Que vous apporte dans votre vie privée le fait de faire de la politique ? Et parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent que c'est vrai, c'est plutôt communément admis que la politique, ça paye moins que le privé. Alors ça paye très bien, on ne peut pas se plaindre, mais ça paye moins que le privé. Mais du coup, les gens, ils cherchent, ils se disent, mais pourquoi ces gens ? Parce qu'on ne peut pas croire que vous faites ça parce que vous êtes vraiment passionné. Donc les gens se disent, mais pourquoi ils font ça ? Donc forcément, s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont des avantages cachés, c'est parce que du coup, ça leur permet d'avoir des trucs que nous, grand public, on ne sait pas. Et je ne peux pas ne pas te poser la question, est-ce que dans la politique, quand on accède à des fonctions intéressante, élevée, est-ce qu'on n'en retire quand même pas un peu des petits avantages personnels ? Il n'y a pas d'avantage caché au sens financier. Les salaires, ils sont publics, ils sont ce qu'ils sont, il n'y a pas des primes cachées ou je ne sais pas quoi. Tu as des bonnes conditions de travail. Je ne sais pas, ceux qui regardent le podcast auront peut-être 2-3 images du bureau, du jardin ici, et franchement, c'est très chouette. Mais ensuite, les avantages surtout, en fait, c'est que tu rencontres plein de gens. Parce que tu as des acteurs qui viennent te voir ou que toi-même tu vas participer à des réunions publiques et autres et à des manifestations assez cool. En plus sur la jeunesse, moi je vais pas, quand je suis en festival l'été, je dis que je suis en train de bosser. Ouais, c'est sympa. Métier, ouais. Et donc je rencontre des gens super. Ouais. Et en fait, au milieu de tout ça, il y en a avec lesquels tu te lis vraiment d'amitié. Et donc en fait, tu gagnes des amis, ce qui est quand même assez cool. Parce que parfois, tu vois, à partir de 30-35 ans, ton réseau de proximité, il est un peu le même, il bouge plus trop. Moi, je continue à rencontrer plein de gens géniaux. Et puis parfois, en fait, ça peut finir par t'aider pour des passions à côté. Je te donne un exemple. Je fais du slam à côté, c'est ma passion hors politique. Ça m'arrive de temps en temps sur mes speeches politiques, plutôt que de faire un discours un peu convenu, un peu étriqué, tu vois, de faire un petit slam en impro, parce que j'aime bien ça. Et puis ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me voient faire ça, qui me fassent rencontrer. C'est comme ça que moi je me suis retrouvé, par exemple, sur Apprenti Scène, je pense. Le jury auquel on a participé, c'est qu'il y avait un petit côté artistique que j'avais exposé qui faisait que dans un jury de théâtre, il y avait le côté institutionnel, mais il y avait aussi le côté culturel. Et puis en rencontrant, tu vois, ça m'a permis de te rencontrer, ce qui nous amène ici, même si on ne s'est pas vraiment beaucoup parlé entre-temps. Enfin, on a échangé 3-4 messages, mais c'est tout. Et par exemple, sur le slam, ça m'a permis un jour de rencontrer des slameurs qui m'ont invité à des scènes, qui font que en mois de décembre, je ferai un concert parce que j'ai rencontré le gars qui a la salle et qui me la met à disposition. Voilà. Ça peut avoir des avantages comme ça. C'est pas des avantages cachés, tu vois, y a rien de. C'est juste que tu vas rencontrer beaucoup de gens et que parmi les rencontres, il y a des liens qui vont rester. C'est le principal truc cool que tu as, je trouve. Alors je te le dis, pour une reconversion éventuelle plus tard, ça, ce que tu me dis depuis tout à l'heure, ça ressemble quand même beaucoup aussi à mon quotidien. Et tu vois, quand tu fais des vidéos sur Internet ou quand tu es youtubeur ou ce genre de métier, c'est pareil, tu as un réseau qui s'agrandit de plus en plus, tu fais toujours des belles rencontres. Donc si un jour tu en as marre de la politique, écoute, lance-toi peut-être sur YouTube, tu fais du slam. Je ferai du slam sur YouTube, je pense que la prochaine étape est toute tracée. Merci Alex. Je t'en prie. Je vais suivre Je pense pas que ce sera un entretien de conseil RH, mais finalement ce podcast est vraiment très complet. Tu vois, ça aide tout le monde. Attention, je suis encore en train de flatter, c'est encore la technique. Bien sûr, je comprends, mais ça n'empêchera pas de bientôt terminer ce podcast, mais quand même avec 2 questions qui sont pas très faciles. D'ailleurs, la prochaine, ça va être difficile d'y répondre parce que je suis pas sûr que ça existe pour un politicien. Bonjour Mathieu, je m'appelle Violette et j'aurais aimé savoir quelle était la journée type d'un politicien. Merci. Alors la journée type d'un homme politique, elle est jamais la même. Moi, j'ai à peu près un tiers de mon temps que je vais passer dans des manifestations à l'extérieur. Par exemple, pour un exemple de truc cool que j'ai fait ce week-end, ce dimanche, j'étais sur un tournoi de protection de l'enfance au Stade Vélodrome à Marseille, et il y a Zidane qui s'est pointé à 15h de l'après-midi. Voilà. Donc ça, c'est un tiers de mon temps. Alors, c'est pas un tiers de mon temps avec Zidane, j'adorerais, mais c'est pas ça. Mais il y a, c'est un tiers de manifestation, il y a un tiers de travail en interne, avec les différentes administrations, les autres ministères pour
trouver des solutions aux problèmes de la santé mentale des jeunes, de l'orientation, de l'égalité des chances, etc. Et j'ai un tiers de mon temps où je rencontre des acteurs de l'extérieur qui viennent me voir souvent pour qui me racontent un peu leur vie, leurs constats, leurs propositions, et que je m'alimente au maximum. Mais tu n'as pas de journée type, non, ça bouge beaucoup. Franchement, j'ai pas de journée type. Tu vois, aujourd'hui, j'ai eu 2 réunions ce matin à Matignon. Juste avant toi, j'ai tourné dans une petite émission que tourne France 2, une petite interview. Là, on fait le podcast. Dans 10 minutes, je retourne en réunion à Matignon. Et ensuite, je participe à un comité autour du ministre du Travail sur un dispositif qu'on appelle le contrat d'engagement jeune, qui est en gros le RSA avec des contraintes d'engagement pour les jeunes. Voilà, et ce soir, si j'ai le temps, j'irai à la maison culturelle de la culture du 93 pour un spectacle de hip-hop où on m'a invité à 20h30. Voilà. C'est des belles journées. Ah non, mais c'est super. Et en même et c'est pour ça que j'aime ce boulot. Dans les réunions internes, parfois il y en a qui sont plus ou moins excitantes, mais ça fait partie du jeu. Et l'équilibre, il est top. Moi, je me plains vraiment pas. Et c'est maintenant l'heure de la dernière question. On va avoir une question de Pierre. On va parler un peu futur. Bonjour Mathieu, moi c'est Pierre. Ma question, du coup, c'est quel est votre objectif global ? Vers quoi vous voulez amener la France, en tout cas le territoire sur lequel vous intervenez Voilà. Alors la question de Pierre est très bien, mais on y a déjà un peu plus ou moins répondu. Et puis vers quoi tu veux amener la France ? Finalement, on est vraiment sur un sujet très politique et c'est pas l'objet de ce podcast. Par contre, la question que moi ça m'a amené, je travestis un peu la question de Pierre, mais c'est toi, c'est quoi ton avenir en tant que personne ? On en a un peu parlé, tu as dit que tu voulais pas faire une carrière en politique. Attention, parce que les images restent. Donc si dans 20 ans on te revoit candidat aux élections présidentielles, je pourrais ressortir tout ça. J'ai dit que je voulais pas faire que ça, mais que j'étais prêt à faire des allers-retours. C'est vrai. C'est vrai. Bien joué. Voilà, ça c'est une bonne réponse. C'est réellement ce que j'ai dit, je crois, tout à l'heure. C'est vrai. L'objectif, moi, on le disait tout à l'heure, tous les enjeux de fraternité, d'écologie et de retrouver un peu de lien, de rire entre nous, c'est ça qui me drive. Moi, j'ai un attachement particulier aussi avec la ville de Marseille parce que je sais pas trop pourquoi. J'en suis pas originaire, mais c'est une ville qui me touche, où j'ai envie d'essayer d'aider au max des gens. Mon objectif, moi, c'est si tu veux, j'ai pas de trajectoire de carrière personnelle. Tant que j'ai l'impression d'être utile sur le type de fonction que j'ai aujourd'hui, je continue, parce que je pense que c'est quand même une chance d'être auprès du gouvernement, du président de la République, la première ministre, et d'avoir ce niveau de proximité-là. Et tant que j'ai l'impression de pouvoir être entendu sur certains sujets, je continue, en étant conscient que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et ensuite, soit je continuerai à faire des trucs politiques, mais peut-être différemment, éventuellement plus en local. Soit je vais faire totalement autre chose, en parler en rigolant, mais c'est pas totalement idiot de faire des trucs plus culturels, ou d'aller. Je rêve de m'occuper d'un club de foot un jour, je rêve de m'occuper de salles de théâtre et faire de la culture. J'ai plein de rêves. Peut-être ministre de la culture. Pourquoi pas ? Des jeunes et de la culture. Il faudra qu'on crée ça, mais plus tard, parce que la ministre de la culture est franchement super bien, et c'est pas du tout de l'hypocrisie. Rima Abdul-Malak, elle est vraiment super. Et voilà. Et je pense que de toute façon, c'est pas tout à fait tracé. Tout ça, j'ai une grande liste de projets dans ma tête. Je sais que je vais pas tous les réaliser. Il y en a une partie qui est liée à la politique, mais pas tous. Donc je me souhaite de faire des allers-retours et surtout de faire des choses sérieuses sans jamais trop se prendre au sérieux. C'est beau, c'est joli. Mais du coup là aujourd'hui nommé, mais est-ce que élu, ça te tenterait un jour participer à des élections, peut-être la mairie de Marseille ? Ouais, faut pas. Là pour le coup on va pas. Il y a déjà suffisamment de candidats, mais ouais, pourquoi pas ? Mais le bon moment, tu vois. C'est que oui, je pense que en fait. L'élection, la nomination, le fait de créer une entreprise, une association, de faire le boulot que tu fais ou autre, en fait, c'est des moyens de passer des messages, en vrai, et puis de kiffer un peu, parce que c'est le sel de la vie, mais s'il faut passer par l'élection à un moment, j'irai sans aucun problème, ça ne me fait pas peur du tout. Et probablement que si je dois faire de la politique plus longtemps que les quelques années-là, il faudra que j'y passe. Je pense que c'est sain de ne pas juste être nommé, entre guillemets, par un peu le fait du prince, mais voilà, d'avoir une forme de nomination populaire.
par le maximum de gens, j'espère, encore une fois, parce qu'il faut voter, c'est important. Sinon, la démocratie vous rattrape. C'est très important de voter. En tout cas, on va terminer là-dessus, mais c'est marrant parce que tu n'as pas de plan de carrière politique. Et c'est pourtant quelque chose que les gens ont tendance à ne pas croire. Et aujourd'hui, on a un peu tendance à croire que tous les politiciens ont le Graal d'être président. Et on dit, de toute façon, ils veulent tous la place. Non, mais attends, président, c'est un boulot super cool. C'est un boulot aussi très, 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 très contraignant. Mais si tu veux, y a d'autres trucs, moi, qui m'excitent aussi. Toi, maire, je trouve ça génial. En politique, je parle volontairement de la politique, sinon on va dire, il détourne sur d'autres trucs. Mais vraiment, tu parlais de Marseille, pour le coup, vraiment, c'est pas tout de suite, mais pourquoi pas un jour? Je pense que ça pourrait m'exciter vraiment. Peut-être plus que ministre, tu vois. Mais en fait, c'est tellement aléatoire. Le facteur chance, il est tellement important dans le parcours que franchement, il faut juste essayer de bien bosser, de se marrer et d'avoir plusieurs voies de bonheur possibles. Comme ça, si la première marche pas, t'as des plans B. Tu restes exactement. Super. Écoute, merci beaucoup Mathieu d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. T'as un dernier mot, quelque chose à rajouter? Non. Alors, je sais qu'il faut jamais dire ça à un homme politique, mais bon. Et là, je te fais 3 minutes de plus. Non, juste merci pour l'invitation. Et encore une fois, si ceux qui écoutent ce podcast, si ça contribue à ce qu'ils se disent, ok, il y en a qui essayent sincèrement. Je prétends pas être parfait du tout. Hein. Et en fait, ok, ils sont pas tous pourris du tout parce que lui, il a l'air plutôt sympa et qui nous a dit que les autres étaient en fait assez sincères. Quitte à critiquer très fort ce gouvernement ou ça, on s'en fout. Mais par contre, si au moins ça peut permettre de retrouver un peu de proximité entre les gens et la politique, je serais content. Et puis en plus, c'était un bon moment, donc merci pour... merci à toi, le message est passé. Et donc voilà, l'épisode touche à sa fin. Alors si ce podcast vous a plu, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous mettez 5 étoiles, vous commentez, vous en parlez autour de vous. Hein. Là, c'est à mon tour de faire ma campagne. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve le dernier dimanche du mois de décembre pour le prochain podcast avec un nouvel invité et un nouveau sujet à traiter. À bientôt. La